Salam à tous les amis, bienvenue à tous les amoureux de Première Ligue. On se retrouve pour cet épisode numéro 4 de ma série Top 10 des meilleurs joueurs d'EPL en 2024. Je suis pas bon en impro, c'est un truc de ouf. On a fini avec la défense les amis, maintenant on passe aux midfielders, defensive midfielders. Ouais, et le matin, je suis gogol. Franchement, les amis, waouh. Pour tous ceux qui découvrent le concept, je vous invite à aller voir l'épisode numéro 1. Les 2-3 premières minutes, j'explique le concept, ma façon de noter, le principe de high test plus statistiques pour avoir un avis global. Donc, je le rappelle à tous ceux qui vont vouloir dire en commentaire, tu regardes que les statistiques. Non, il y a vraiment les deux pour le coup. Je bouffe assez de PL, je pense, pour avoir un vrai avis high test sur les joueurs que j'analyse. Et je rajoute à ça les statistiques pour avoir l'avis le plus proche de la vérité possible, même s'il y en a qui aiment pas les résultats, clairement que je trouve. Écoutez les amis, c'est comme ça. Et comme pour chaque poste les amis, il y a des petites subtilités. On connaît dans le foot moderne, il y a beaucoup de postes polyvalents, de moins en moins de postes fixes. Aujourd'hui, on va aborder les milieux défensifs et centraux. Donc, ça veut dire qu'il y aura évidemment des milieux défensifs, les 6, ça on les connaît, mais aujourd'hui on le sait, il y a des milieux vraiment centraux. Vous allez voir, les profils que je vais aborder ne sont pas que des milieux défensifs, il y a aussi du box-to-box. Déjà rien qu'un box-to-box, comment tu fais Est-ce que c'est un milieu défensif? Est-ce que c'est un milieu offensif? Est-ce que je fais des catégories pour milieu défensif, milieu centraux, milieu offensif? Et après je pète mon crâne? Je me suis pas pris autant la tête depuis mon bac, donc c'est mort. C'est mort les amis, ce sera milieu défensif centraux, mais vous verrez la vraie nuance qu'il y a avec les milieux offensifs, donc la vidéo qui va suivre, vous verrez que c'est pas tous les mêmes profils. Par exemple, un Kevin De Bruyne, je pense pas qu'il soit comparable avec un Kovacic par exemple. Vous voyez, Kovacic qui est un milieu central, par contre on voit vraiment la vraie nuance avec Kevin De Bruyne qui est un milieu offensif. Donc je pense pas qu'il y aura de problème par rapport à ça. Je vous laisse découvrir les critères les amis. Apport défensif, duel, interception, lecture du jeu. Apport offensif, donc tout ce qui est stats, data, création, passe clé, etc. Passe progressive et tout. Intelligence, carton, leadership, concentration, ça va pas changer avec les autres postes. Avec ballon, jeu de passe et dribble. Et enfin, régularité qui est peut-être le critère le plus important. Allez, on démarre les amis avec la place numéro 10 et j'ai hésité vraiment beaucoup entre deux joueurs puisqu'il y en a un qui est censé être on the rise, l'autre qui est clairement sur le déclin. Et surtout, le joueur qui est sur le déclin les amis, c'est un joueur qui était numéro 2 l'année dernière dans mon classement. Numéro 2. Et là, je l'ai fait tomber jusqu'à la place numéro 11. Dites-moi les amis mancuniens si vous êtes d'accord avec le fait que je place Casemiro en 11e position, du coup hors top 10. En place numéro 10, c'est un joueur qui était, il me semble, déjà 10e l'année dernière. Donc, il est à la même place, c'est notre ami Caicedo. Je vous laisse découvrir les notes que j'ai mis à Caicedo suite à mon analyse statistique et à mon analyse high test, les amis. Et pour le coup, je suis fan de Chelsea, donc j'ai vraiment vu absolument tous ces matchs, toutes ces minutes. Même à Brighton, je pense que j'ai vu franchement un bon 80% de ces matchs. Donc je connais assez bien le joueur. C'est un joueur très difficile à analyser. Pourquoi? Parce que il a eu deux périodes la saison passée où il a eu vraiment beaucoup de mal à se mettre en route. On va dire, il est arrivé fin août. Vraiment, il a commencé à jouer fin août pour Chelsea. Et jusqu'au mois de novembre, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. Il y avait beaucoup d'approximations, beaucoup de problèmes de concentration, etc. Mais tu sais aussi que c'est pas son niveau. En fait, avec Caicedo, on se dit, ce qu'on voit, c'est faible. Mais on sait parfaitement qu'il est capable de mieux. Et ça qui est très difficile avec ces joueurs-là, c'est que factuellement, après dans les stats aussi, on voit que ces mois-là vont compter. Mais le high test est là aussi pour te dire qu'à Brighton, c'était excellent. Et après, à partir du mois de décembre, le mois de janvier, c'était un peu shaky, mais mois de décembre, février, mars, avril, mai, le niveau était stratosphérique. Le niveau était stratosphérique, mais quand je vous dis stratosphérique, c'était vraiment impressionnant. Il était partout, au four et au moulin. Il était fort défensivement. Il faisait moins de fautes qu'il pouvait faire auparavant, donc c'était mieux. Même offensivement, des passes progressives de qualité. Le jeu long était là. Il y avait tout. Il y avait tout. Donc pendant 4-5 mois, vraiment, il m'a fait rêver avec un très haut niveau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je le maintiens en place 10. Mais clairement, il a le potentiel pour être top 5. Mais maintenant, on le voit aussi là en ce début de saison 2024-2025, il démarre doucement la saison. Donc, est-ce qu'on a ce problème-là avec Caicedo qui, à chaque fois, commence les saisons doucement parce qu'en vacances, je sais pas, il mange trop de burgers? J'en sais rien, les amis. Mais en tout cas, Caicedo, c'est dur à analyser parce qu'il y a son niveau et sa forme, sa régularité, on va dire, qui peut poser un peu problème. J'ai quand même mis 15 en régularité parce que vraiment, je trouve que déjà en sélection, il est toujours au rendez-vous. Mais je vous dis, de février à mai, c'est un sans faute. Il a été bon à tous les matchs. Donc, il n'est pas non plus mauvais en régularité, mais c'est pas plus que 15 par contre parce que les débuts de saison, il a du mal.
En numéro 9 maintenant, avec la note de 76,5, c'est Onana. Un joueur qui est clairement en train de péter, en train d'évoluer. Il y a 2 ans, il avait pas mal de défauts, mais aujourd'hui, il est en train de tout gommer et de devenir un des milieux de terrain les plus complets de Première Ligue. Apport défensif, 16. Il est costaud, il est dur dans le duel. Franchement, c'est bon. Apport offensif, il progresse. J'ai mis que 14 parce que l'année dernière, c'était pas fou, mais tu sens qu'il gagne vraiment en confiance et dans le fait de se projeter vers l'avant. Et je pense qu'avec Villa et avec Unai Emery, il va vraiment passer un step dans ça. On a vu en ce début de saison, déjà, il marquait 1 ou 2 buts. Et je pense vraiment qu'il va passer un step. Donc, je serais pas surpris l'année prochaine, si je refais le classement, de lui mettre 15, voire 16. Il va vraiment beaucoup progresser dans l'asport offensif global, je pense, pas que dans les buts. Ensuite, intelligence 15, avec ballon 16, on sait que c'est un bon dribbleur et il a gommé un peu ses pertes de balles un peu bêtes, et régularité 15,5. En place numéro 8, on a un joueur confirmé de Première Ligue que peut-être certains auraient exclu parce qu'il joue moins depuis qu'il est à City. Mais pour moi, quand je le vois avec la Croatie et quand je le vois là sur ce début de saison-là, en l'absence de Rodri, je suis désolé, mais Kovacic garde son niveau, garde son statut pour moi. Apport défensif 15,5, on le sait, il est toujours vaillant dans les duels et assez bon en lecture du jeu et interception. Apport offensif 13,5, c'est là où il pêche un peu et clairement il a ce problème à la dernière passe. Il a mis un but là en début de saison, mais pour moi ça cache un peu, voilà, parce que c'est pas un joueur qui cadre ses frappes de façon régulière et il n'est plus aussi impactant en passe progressive qu'il a pu l'être à Chelsea. Donc pour moi c'est un point faible dans son jeu. Intelligence par contre 16, avec ballon 17, le ballon lui colle au pied vraiment, et régularité 15. En numéro 7, avec la même note que Kovacic, j'ai décidé de mettre donc juste devant, c'est moi-même qui ai départagé, j'ai mis Enzo Fernandez. Apport défensif 14,5, apport offensif 14,5, intelligence 17, avec ballon 17, c'est excellent, et régularité 14. Le cas Enzo, les amis, il est très particulier et comme l'autre cas de Chelsea, Caicedo, c'est un joueur difficile à analyser. Lui, pourquoi? Lui, c'est parce qu'il est mal utilisé. En fait, Enzo, en termes de talent, pour moi, c'est un top 5. C'est un des meilleurs régistas du monde. Vraiment, il a des qualités folles à ce poste. Le problème de Enzo, c'est qu'il n'est pas polyvalent. Il est vraiment au-dessus du lot que dans ce poste-là. Quand tu le mets plus haut sur le terrain, il devient un joueur lambda. Et en fait, il me fait penser un peu à Busquets, par exemple. Busquets, c'était donc pendant très longtemps le meilleur 6 du monde. Mais si tu mettais Busquets en 10, ça n'aurait pas été la même chose. Ça n'aurait pas été la même chose. S'il devait recevoir les ballons dos au jeu, haut sur le terrain, avec une grosse densité, etc., il n'aurait peut-être pas trouvé les mêmes angles de passe. Il n'aurait peut-être pas été aussi excellent dans la conservation de balles s'il avait été plus haut, etc. Donc, c'est un rôle qui peut-être ne lui convenait pas. Et Enzo, c'est pareil. C'est pas un rôle qui lui convient, mais pourtant, c'est là qu'il est. C'est là que les coachs le foutent haut sur le terrain. Donc c'est pour ça que même en termes de régularité, j'ai mis 14. En termes d'apport offensif, défensif aussi, c'est dur à gérer parce que je pense que vraiment il peut augmenter ses stats dans ces catégories-là. Mais le fait qu'il joue à droite, à gauche, en haut, en bas, etc., ça ne l'aide pas. Donc aujourd'hui, en termes de talent intrinsèque brut, Enzo, c'est hyper fort. Mais en termes de performance, c'est moins bon à cause de son positionnement. Je vous assure que si Enzo joue 6 régulièrement, mais il gagne vraiment des places. En place numéro 6, on a un joueur qu'on a peut-être tendance à oublier, vu que lui-même a tendance à trop se blesser. C'est notre ami Partey, qui reste un joueur world class pour moi quand il est sur le terrain. Apport défensif 16, un battant, on le sait. Apport offensif 15, il met des buts de temps en temps, mais c'est vrai que je ne vais pas non plus lui mettre plus que 15 par rapport à ça. Intelligence 16,5, beaucoup de concentration, un bon leadership aussi, on le voit sur le terrain. Avec ballon 16,5, c'est propre, et régularité 14. On a une note globale de 78 et vous voyez typiquement, si Enzo joue à son poste régulièrement, pour moi il est tous les jours devant Partey. Et pour la place numéro 5, les amis, il y a quand même 2 points d'écart entre mon 5e et Partey. Et pour ceux qui suivent du coup la série top 10, vous savez que 2 points, c'est quand même beaucoup. Donc là, on rentre dans du très sérieux et on commence le top 5 avec McAllister, apport défensif 14. On le sait que bon, déjà physiquement, il n'a pas forcément les attributs pour être excellent en défense en première ligue, mais il se bat quand même malgré tout. Apport offensif, c'est là où il est très impressionnant, c'est là où il est parmi les meilleurs, 16,5. Intelligence, alors je trouve qu'il est bon en concentration et qu'il a même un leadership. Par contre, il prend des cartons un peu trop bêtes, un peu trop vite parfois. Donc, j'ai pas pu mettre 16 par rapport à ça. Avec ballon, 17, c'est ultra propre, c'est même soyeux, je dirais. Et régularité, 17. Là, sa saison à Liverpool, déjà, il a été... En fait, ça fait 2 ans qu'il est juste excellent. Avec Brighton, pour moi, c'était le meilleur joueur à Brighton, là, la saison, du coup, avec Colwill, De Zerbi, Caicedo, tout. Pour moi, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Il était capitaine et tout, donc là on en retrouve sur le leadership et tout. Et c'est vrai que j'ai trouvé son adaptation à Liverpool
excellente. Mais ouais, vraiment un des meilleurs joueurs du monde. Et pourtant, il y a quand même 3 points et demi d'écart entre le 5 et le 4. Là, on rentre dans le... Là, c'est le best of the best, les amis. 83,5 pour un revenant, notre ami Gundogan. Apport défensif 14, apport offensif 17,5, que ce soit en stats brutes ou en data avancée, passe clé, passe progressive, c'est juste un immense crack. Intelligence 17,5, concentration, leadership, on connaît. Avec ballon 17,5, en fait Gundogan, c'est un joueur que j'ai quasiment jamais vu perdre un ballon. Il perd jamais un ballon ce mec, c'est grave, c'est grave. Irrégularité 17, il a fait une grosse saison avec le Barça, et donc c'est pour ça que je l'ai noté un peu sur ça, mais de toute façon Gundogan, on connaît le personnage, et c'est extrêmement fort. On rentre sur le podium les amis, et en place 3 et 2, c'est clairement 2 joueurs que j'ai mis le plus de temps à analyser sur tout le top 10. Je n'arrivais pas à les départager, ils ont donc la même note. On a encore un écart entre Gundogan qui avait 83,5 et là les 2 joueurs qu'on va analyser qui vont avoir 86, et vous voyez là on rentre dans des notes qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Si en défense centrale, il me semble, on avait Van Dijk qui avait une très grosse note. Mais là, on a quand même beaucoup de joueurs qui sont dans les 80, etc. En fait, c'est des joueurs complets, des joueurs world class, des joueurs juste incroyables. J'ai mis tellement de temps à départager Guimarães et Declan Rice. J'aime énormément les 2 joueurs en plus, mais voilà, j'ai fini par départager. Donc ils ont la même note, donc c'est mon avis derrière qui, voilà, je me suis dit, bon, en vrai de vrai, qui est le meilleur? Si demain je dois prendre un des 2, qui je prends? Et ça va peut-être en surprendre certains parce que je suis un immense fan de Rice, mais c'est Declan que j'ai mis en 3. 16,5 en apport défensif, 16,5 en apport offensif, intelligence 17,5, avec ballon 17, régularité 18. Ouais, là on rentre dans des notes de zinzin. Là on rentre dans vraiment des notes assez folles, mais on est sur les meilleurs joueurs du monde quoi. On est sur les meilleurs joueurs du monde à leur poste, donc c'est aussi logique. En place numéro 2, donc Guimarães, 16, 17, 17, 17,5 et 18. C'est vraiment 2 joueurs, mais que tu veux absolument avoir dans ton équipe. Et Guimarães, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup chez Guimarães, c'est que quand il est contre toi, tu détestes. Tu détestes. C'est une peste. Vraiment, c'est une peste. C'est le mec que tu veux avec toi et pas contre toi. Donc vraiment, vraiment, deux super joueurs. Mais là encore, bah décidément, c'est vraiment la vidéo des écarts. Là encore, il y a un écart avec le numéro 1. On sait tous c'est qui le numéro 1. On passe de 86 à 90. En place numéro 1, on retrouve un malade mental. Apport défensif 17, sa lecture du jeu est hors du commun. Apport offensif 17 aussi. Je vous laisse aller voir ses stats pour un mec qui joue vraiment 6 pour le coup. Il joue 6. Ses stats offensives, c'est n'importe quoi vraiment. 18,5 intelligence, 18,5 avec ballon. Enfin voilà, c'est Rodri quoi. Il perd jamais de ballon, lui c'est pareil, mais il en perd vraiment jamais. Et ce qu'il en fait avec, c'est... Waouh. Non, Rodri, c'est un pur bonheur à voir jouer. Et j'ai mis 19,5 en régularité parce que, j'ai pas mis 20 parce que peut-être que je me dis, il a raté un match dans l'année ou quoi. Mais en régularité, ouais, c'est un bon 19,5. Et c'est peut-être la note la plus élevée que j'ai mis jusqu'à maintenant. Parce que voilà, c'est Rodri en fait. C'est Rodri. Il est encore en plein dans son prime. C'est ça qu'il faut se dire. Il est encore en plein dans son prime. Et je pense que vraiment, quand il aura fini sa carrière, ça va être un top 5 des meilleurs milieux défensifs all time. C'est même quasiment sûr pour moi. Parce que ce que je vois depuis 3 ans maintenant, on va dire depuis Covid, depuis le retour du Covid, le niveau que je vois de Rodri, j'ai peut-être jamais vu ça avant. C'est le Casemiro du Real, tu vois, c'est un truc complètement dingue, c'est le Casemiro du Real. Et je trouve que c'est encore plus fort que le Busquets du Barça. Parce que le Busquets du Barça, il n'était pas aussi complet que Rodri. Là, Rodri, il fait tout. Trop complet, trop fort, trop polyvalent. Rodri, juste Rodri. Allez les frérots, je m'arrête ici pour ce top 10. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les milieux offensifs. Donc vous verrez, c'est là qu'on va retrouver les Kevin De Bruyne, les Nkunku et compagnie. Donc les amis, à très bientôt. Merci à tous ceux qui likent les vidéos, qui donnent de la force et qui commentent aussi, c'est important. À très bientôt sur French PL. Ciao.